Le 11 novembre 1956, à la base aérienne de Carswell, dans la ville de Fort Worth, au Texas, 30 000 personnes se pressent derrière les barrières de sécurité. Elles ne savent pas encore ce qu'elles vont voir. Personne ne leur a vraiment expliqué. On leur a simplement dit qu'il se passerait quelque chose d'extraordinaire. Puis, au bout de la piste, une silhouette métallique apparaît dans la chaleur texane. Elle est longue, effilée, presque menaçante. Ces 4 réacteurs General Electric J79 commencent à rugir, et ce rugissement enfle jusqu'à devenir une douleur physique dans les poitrines. L'appareil s'élance, il arrache le sol en quelques secondes et monte vers le ciel à une vitesse qui coupe le souffle. Dans la foule, des femmes portent les mains à leur visage, des hommes restent bouche ouverte. Et puis vient le bang supersonique, ce coup de tonnerre brutal qui traverse les corps comme une onde de choc. Le B-58 Hustler vient de se présenter au monde. Mais pour comprendre pourquoi cet avion existe, il faut revenir quelques années en arrière, dans une Amérique rongée par la peur. Nous sommes au tournant des années 50. La guerre froide n'est plus une métaphore, elle est une réalité quotidienne, une tension permanente qui fait trembler les états-majors et les couloirs de Washington. L'Union soviétique a fait exploser sa première bombe atomique en 1949. L'équilibre de la terreur vient de naître et les généraux américains dorment mal. Le Strategic Air Command, le commandement stratégique de l'armée de l'air américaine, a une doctrine claire. Si la guerre éclate, des bombardiers chargés d'armes nucléaires doivent pouvoir pénétrer l'espace aérien soviétique, larguer leurs bombes sur des cibles stratégiques et revenir. Mais les défenses soviétiques s'améliorent à une vitesse alarmante. Les chasseurs à réaction, les radars longue portée, les premiers missiles sol-air commencent à rendre la mission de plus en plus périlleuse. La réponse des Américains est aussi simple qu'audacieuse. Construire un avion si rapide et si haut que rien ne pourrait jamais l'attraper. En 1949, l'armée de l'air lance un appel d'offres pour un nouveau bombardier de nouvelle génération. Les spécifications sont vertigineuses pour l'époque. L'appareil doit voler à plus de 1600 km/h, atteindre des altitudes stratosphériques et frapper à plus de 4800 km de sa base. Plusieurs géants de l'aéronautique répondent à l'appel. Curtiss, Douglas, Martin, North American Aviation, Boeing et Convair. Chacun présente ses projets, ses maquettes, ses calculs. Mais la compétition se resserre rapidement autour de 2 candidats sérieux. Boeing avec son projet MX-1712 et Convair avec son MX-1626. Boeing est alors au sommet de sa puissance. L'entreprise produit déjà le célèbre B-52 Stratofortress, un mastodonte aux ailes en flèche qui incarne à lui seul la puissance de frappe américaine. Mais c'est précisément cette domination qui va coûter à Boeing le contrat du siècle. Les décideurs militaires ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils choisissent Convair pour diversifier les capacités industrielles du pays. En février 1953, le contrat est signé. L'avion s'appellera officiellement le B-58. Convair n'est pas une entreprise inconnue dans le monde des ailes Delta. Elle a déjà développé le XF-92A et le F-102 Delta Dagger, 2 appareils qui ont permis à ses ingénieurs de maîtriser les particularités aérodynamiques de cette configuration. L'aile Delta, contrairement à une aile classique, offre une stabilité remarquable à haute vitesse et une résistance structurelle supérieure. Mais elle impose aussi des contraintes sévères à basse vitesse, rendant les approches et les atterrissages beaucoup plus techniques et dangereux. Les ingénieurs de Convair le savent. Ils acceptent ce compromis parce que le Hustler n'est pas conçu pour se poser doucement sur un tarmac provincial. Il est conçu pour fendre l'atmosphère à 2 fois la vitesse du son et frapper avant que quiconque ait eu le temps de réagir. Les modifications apportées au projet initial sont considérables. Les 3 réacteurs J53 initialement prévus sont remplacés par 4 J79, bien plus puissants, suspendus sous les ailes dans des nacelles individuelles.
Le fuselage est redessiné pour adopter une forme de guêpe extrêmement fine en son centre afin de réduire la traînée aérodynamique selon la règle des airs, une découverte récente de l'ingénieur Richard Whitcomb qui révolutionne alors la conception des avions supersoniques. Chaque centimètre de l'appareil est pensé pour dominer la résistance de l'air. Le résultat sur le papier dépasse toutes les attentes, mais sur le papier seulement. Parce que le B-58 Hustler cache derrière son allure de prédateur une liste de secrets que ses concepteurs préfèrent ne pas évoquer trop fort. Des secrets qui, quelques années plus tard, allaient terroriser jusqu'aux hommes les plus courageux de l'armée de l'air américaine. À l'intérieur du B-58, la réalité dépasse toutes les représentations habituelles d'un bombardier militaire. L'appareil est étroit, presque claustrophobe, avec un fuselage si fin qu'il impose une configuration en tandem. Le pilote devant, le navigateur bombardier au milieu et l'opérateur des systèmes défensifs tout à l'arrière. 3 hommes séparés les uns des autres par des cloisons d'équipements électroniques, sans possibilité de contact visuel direct. Pour communiquer, ils utilisent la radio interne, mais aussi, chose absurde pour un bombardier nucléaire de pointe, un système de petits messages glissés dans des étuis et tirés le long d'une ficelle tendue sur toute la longueur de la cabine. Dans l'avion le plus rapide du monde occidental, les membres d'équipage s'envoyaient des notes manuscrites comme des écoliers en classe. La sophistication de l'électronique embarquée contraste violemment avec cette réalité artisanale. Le Hustler est équipé d'un système de navigation et de bombardement par guidage inertiel, une technologie alors révolutionnaire qui permet à l'appareil de calculer sa position sans aucun signal extérieur. Et pour prévenir le pilote des situations critiques, comme une surchauffe des réacteurs, une pression cabine anormale ou une défaillance hydraulique, les ingénieurs de Convair ont installé un système de messages vocaux enregistrés. La voix choisie est celle d'une femme, douce et posée, qui annonce les alertes avec un calme déconcertant pendant que l'avion traverse l'atmosphère à 1900 km/h. Les pilotes l'ont rapidement surnommée « Sexy Sally ». Certains affirmaient que l'entendre annoncer une panne moteur au-dessus de l'Atlantique était l'expérience la plus déstabilisante de leur carrière. La peau même de l'appareil est une prouesse d'ingénierie. Pour résister aux températures extrêmes générées par les frottements atmosphériques en vol supersonique prolongé, les ingénieurs ont recouvert le fuselage d'une structure sandwich. Des plaques d'aluminium et d'acier collées de part et d'autre d'une âme en nid d'abeille de fibres de verre. Cette technique, inédite à l'époque sur un avion militaire, offre une légèreté et une résistance thermique supérieures aux solutions conventionnelles. Elle sera ensuite adoptée par l'industrie aéronautique civile pour la construction de certains éléments de fuselage des avions commerciaux. Mais dans l'immédiat, elle pose des problèmes de maintenance considérables. La moindre infiltration d'humidité dans les alvéoles risque de dégrader la structure en profondeur, de façon invisible depuis l'extérieur. Les techniciens de Convair passeront des années à développer des protocoles d'inspection spécifiques pour détecter ces dégradations cachées. Le problème le plus redoutable reste cependant celui de l'éjection. À des vitesses dépassant Mach 2, un siège éjectable classique est une sentence de mort. Le flux d'air à cette vitesse arrache les membres, brise les os, asphyxie en une fraction de seconde. Les ingénieurs ont donc dû concevoir un système entièrement nouveau. Après plusieurs années de développement et plusieurs accidents mortels survenus pendant la phase de test, ils mettent au point une capsule individuelle. Il s'agit d'une coque blindée qui se referme automatiquement autour du pilote, emprisonnant son siège, ses commandes et un réservoir d'oxygène. Une fois fermée, la capsule protège l'occupant du flux d'air et lui permet même, dans les quelques secondes précédant l'éjection, de continuer à manœuvrer l'appareil pour trouver une orientation favorable avant de se propulser hors de l'avion. En cas d'amérissage, la capsule peut servir de radeau de survie. Ce système, brillant sur le papier, a été testé avec des animaux vivants. Des ours et des chimpanzés ont été placés dans les capsules et éjectés à haute vitesse pour valider les données biologiques.
La plupart ont survécu, ce qui était loin d'être garanti pour les pilotes humains dans les premières versions. L'armement du Hustler repose sur un concept aussi ingénieux que contraignant. L'appareil ne possède pas de soute à bombe classique. Il emporte une arme nucléaire unique, fixée sous le fuselage sur un pod central qui contient également du carburant supplémentaire. Ce pod combiné, baptisé MB1C, est largué sur la cible avec l'arme. 4 points d'emport supplémentaires sous les ailes permettent théoriquement de transporter des charges conventionnelles ou nucléaires additionnelles, mais au prix d'une réduction drastique de l'autonomie déjà très limitée. L'appareil n'a en configuration standard qu'un rayon d'action de 2800 km environ, ce qui oblige l'armée de l'air à le baser en Europe ou à mobiliser en permanence des ravitailleurs en vol. Un bombardier stratégique qui ne peut pas atteindre son objectif sans assistance, c'est exactement le genre de détail que les partisans du programme préfèrent ne pas mentionner devant le Congrès. Car dès les premières évaluations opérationnelles, une évidence s'impose que personne ne veut formuler à voix haute. Le B-58 est un avion extraordinaire dans des conditions extraordinaires. Mais la guerre n'attend pas les conditions parfaites. Et les soviétiques, eux, n'avaient aucune intention de laisser au Hustler le temps de montrer ce dont il était capable. En 1960, un B-58 Hustler décolle de la base aérienne d'Edwards en Californie et met le cap vers New York. Il parcourt la distance en moins d'1 heure, atterrit, repart immédiatement vers Los Angeles et boucle l'aller-retour en 2 heures et 59 minutes. Soit moins de temps qu'il n'en faut à un Américain moyen pour faire l'aller simple en voiture depuis sa banlieue jusqu'au centre-ville. La même année, un autre Hustler traverse l'Atlantique de New York à Paris en 3 heures et 19 minutes, remportant le trophée Blériot, cette récompense française qui célèbre les exploits aéronautiques depuis le début du XXe siècle. L'avion arrive en France plus vite que sa propre nouvelle. Les journaux parisiens n'ont pas eu le temps d'imprimer l'information que l'appareil avait déjà atterri. Ses performances sont réelles, documentées, officiellement homologuées. Le B-58 accumule les records mondiaux de vitesse avec une régularité qui force l'admiration. Il remporte le trophée Bendix, le trophée Mackay, le trophée Harmon. Il devient le seul bombardier de l'histoire à recevoir le trophée Thomson, une récompense qui évalue précisément la vitesse et la maniabilité à basse altitude, un domaine qui n'est pourtant pas sa spécialité. À chaque démonstration publique, l'appareil fascine les foules. Sa silhouette triangulaire, ses 4 nacelles de réacteurs alignées sous les ailes, son fuselage si étroit qu'on peine à croire que 3 hommes y sont installés, le Hustler est visuellement comme mécaniquement sans équivalent. En 1964, la CIA publie une évaluation confidentielle de la vulnérabilité du B-58 face aux défenses aériennes soviétiques et chinoises. Le document conclut que le seul appareil théoriquement capable d'intercepter le Hustler en vol est le MiG-21 Fishbed, le chasseur supersonique soviétique alors déployé en Chine. Mais le rapport précise immédiatement que même dans ce scénario, les chances d'un tir réussi resteraient minimes. Sur le papier, le Hustler est intouchable. Le Strategic Air Command utilise cette évaluation pour justifier le programme auprès des comités budgétaires du Congrès. Les chiffres sont séduisants, l'argumentaire est solide. Et pourtant, au même moment, dans les couloirs de Conte-Vert et dans les briefings classifiés des bases de Carswell et de Bunker Hill dans l'Indiana, une toute autre réalité commence à se dessiner. Car les records sont obtenus par des équipages triés sur le volet, dans des conditions optimales, sur des appareils préparés pendant des jours par des équipes de mécaniciens spécialisés. La réalité opérationnelle quotidienne est radicalement différente. Pour chaque heure de vol effectuée par un B-58, les équipes de maintenance de Conte-Vert comptabilisent en moyenne 35 heures de travail au sol. 35 heures. Chaque vol est une opération chirurgicale qui mobilise des dizaines de techniciens, des équipements spéciaux, des pièces de rechange difficiles à obtenir et coûteuses à produire.
Un bombardier stratégique censé être disponible en permanence pour une frappe nucléaire d'urgence ne peut pas se permettre ce ratio. En cas de crise réelle, la moitié de la flotte serait clouée au sol, faute de maintenance complète. Le coût unitaire de l'appareil aggrave encore la situation. Chaque B-58 revient à environ 8 millions de dollars de l'époque, soit l'équivalent de près de 96 millions de dollars actuels. La totalité du programme, avec le développement, la production de 116 exemplaires et les infrastructures associées, engloutit des sommes que même les défenseurs les plus acharnés du projet ont du mal à justifier publiquement. D'autant que le Hustler ne peut être déployé que sur 2 bases dans tout le pays, Carswell et Bunker Hill, les seuls équipés pour gérer ces exigences techniques particulières. Et pendant que les attachés de presse de l'armée de l'air organisent des démonstrations spectaculaires pour la presse et les délégations étrangères, pendant que les pilotes les plus médiatiques posent fièrement devant l'appareil pour les photographes, 26 Hustlers sur 116 produits ont déjà été perdus dans des accidents. 22,4% de la flotte totale. Des crashs à l'atterrissage, des désintégrations en vol, des défaillances de réacteurs, des erreurs de manipulation lors de manœuvres à haute vitesse. Certains accidents surviennent lors de vols d'entraînement de routine, d'autres pendant des démonstrations publiques devant les caméras et les foules. Plusieurs équipages expérimentés n'ont pas survécu. Des pilotes d'essai, parmi les meilleurs de leur génération, ont rendu leur brevet plutôt que de continuer à voler sur un appareil dont ils estiment que les marges de sécurité sont insuffisantes. Ce n'est pas un aveu anodin. Dans la culture militaire américaine des années 50 et 60, un pilote qui refuse de voler sur un appareil opérationnel met en jeu sa réputation et sa carrière. Plusieurs l'ont fait quand même. Le Hustler est glorieux en public et terrifiant en privé. Une contradiction que l'armée de l'air américaine va devoir affronter bien plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Le 1er mai 1960, un avion espion américain U-2 disparaît des écrans radars au-dessus du territoire soviétique. Son pilote, Francis Gary Powers, est capturé vivant près de Sverdlovsk. L'appareil a été abattu à une altitude de plus de 20 000 mètres par un missile sol-air soviétique. Ce missile s'appelle le S-75 Dvina, connu dans la nomenclature OTAN sous le nom de SA-2 Guideline. Et cet événement, qui déclenche une crise diplomatique internationale et humilie publiquement l'administration Eisenhower, signe en même temps l'arrêt de mort du concept sur lequel repose entièrement le B-58 Hustler. Car la doctrine du Hustler repose sur une conviction simple. Voler très vite et très haut rend un avion invulnérable. Le S-75 vient de démontrer devant le monde entier que cette conviction est fausse. Le missile soviétique peut atteindre des altitudes largement supérieures au plafond opérationnel du Hustler, qui se situe autour de 19 000 mètres. Sa vitesse d'interception dépasse celle de n'importe quel avion piloté de l'époque. Et sa précision de guidage par commande radio, bien qu'imparfaite, est suffisante pour transformer un bombardier supersonique en boule de feu à des altitudes où le pilote n'a aucune chance de réagir. Les états-majors américains digèrent cette réalité avec une lenteur douloureuse. Pendant des mois, des rapports circulent entre le Pentagone, le Strategic Air Command et les bureaux d'études de Convair. La conclusion est toujours la même. Le Hustler, dans sa mission originelle de pénétration à haute altitude, est devenu obsolète avant même d'avoir été engagé au combat. La solution envisagée est de contraindre le Hustler à voler en profil de pénétration à basse altitude, sous le seuil de détection des radars soviétiques et hors de la portée efficace des missiles sol-air. Cette tactique, appelée Low Level Penetration, commence à être développée par l'armée de l'air pour ses bombardiers stratégiques. Mais pour le B-58, elle se révèle catastrophique. L'appareil a été conçu pour l'air raréfié de la stratosphère, où les frottements sont faibles et où ses réacteurs fonctionnent dans des conditions optimales. À basse altitude, la densité de l'air augmente considérablement. Les turbulences sont plus fréquentes et plus violentes. La résistance aérodynamique explose.
Pour maintenir une vitesse suffisante, les réacteurs consomment du carburant à un rythme qui réduit l'autonomie déjà limitée de l'appareil à des niveaux opérationnellement inutilisables. Et la cellule elle-même, optimisée pour la stabilité supersonique en haute altitude, réagit mal aux contraintes mécaniques imposées par le vol à grande vitesse dans une atmosphère dense. Les vibrations s'intensifient, les structures fatiguent plus vite. Les pilotes décrivent une machine qui devient difficile à contrôler, nerveuse, imprévisible, comme si elle refusait physiquement d'être utilisée autrement que prévu par ses concepteurs. Les techniciens de Convair tentent d'adapter l'appareil à ces nouvelles exigences. Des modifications sont étudiées, des essais sont conduits. Mais chaque amélioration dans un domaine crée de nouveaux problèmes ailleurs. Renforcer la structure pour résister aux contraintes de basse altitude ajoute du poids, ce qui dégrade les performances en haute altitude. Modifier les entrées d'air pour optimiser le fonctionnement des réacteurs à basse altitude réduit leur efficacité supersonique. Le Hustler est une machine tellement spécialisée, tellement optimisée pour un rôle unique, qu'il est pratiquement impossible de l'adapter à un rôle différent sans le dénaturer complètement. Pendant ce temps, le B-52 Stratofortress, que le Hustler était censé rendre obsolète, démontre une adaptabilité remarquable. Il peut voler bas, voler haut, emporter des charges variées, opérer depuis des bases dispersées. Il coûte moins cher à maintenir et forme ses équipages plus rapidement. Au Congrès, les questions commencent à fuser. Des élus qui avaient soutenu le programme avec enthousiasme quelques années plus tôt réclament des justifications pour les dépenses engagées. Le secrétaire à la Défense, Robert McNamara, homme de chiffres et de rationalité froide, examine le dossier Hustler avec une attention croissante. Ce qu'il y trouve ne le réjouit pas. Un taux d'accident de 22,4%, un coût de maintenance prohibitif, une mission principale rendue caduque par l'évolution des défenses adverses, une alternative de pénétration à basse altitude techniquement incompatible avec la conception de l'appareil, et une flotte entière limitée à 2 bases opérationnelles sur tout le territoire américain. McNamara est connu pour avoir mis fin à plusieurs programmes militaires prestigieux mais économiquement injustifiables. Le Hustler entre progressivement dans sa ligne de mire avec la précision d'un missile sol-air soviétique. À Carswell et à Bunker Hill, les équipages qui volent encore sur le Hustler le font avec une conscience aiguë de cette réalité. Ils pilotent un appareil extraordinaire dont le rôle stratégique a été vidé de son sens, dont les coûts sont devenus indéfendables et dont chaque vol comporte des risques que les statistiques rendent de plus en plus difficiles à ignorer. Le Hustler n'a jamais combattu et il commence à devenir évident qu'il ne combattra jamais. En 1965, Robert McNamara tranche. Le programme B-58 est officiellement condamné. La décision ne surprend personne dans les cercles militaires, mais elle provoque une tempête politique dont l'intensité reflète l'ampleur des intérêts en jeu. Convair, ses sous-traitants, les élus des circonscriptions où sont implantées les usines de production, les officiers supérieurs qui ont consacré une partie de leur carrière à défendre le programme, tous tentent de retarder l'inévitable. Des rapports sont commandés, des contre-arguments sont formulés, des démonstrations de performance sont organisées pour impressionner les décideurs. Rien n'y fait. Les chiffres de McNamara sont implacables. Et dans l'Amérique du milieu des années 60, engagée de plus en plus profondément dans le bourbier vietnamien, les budgets militaires doivent être arbitrés avec une rigueur que la guerre froide triomphante des années 50 ne rendait pas nécessaire. Le Vietnam joue un rôle décisif dans la condamnation définitive du Hustler, mais pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas que la guerre au sud-est asiatique mobilise des ressources qui auraient pu financer le programme, c'est que le Vietnam impose une révision profonde de la doctrine militaire américaine. Les conflits de basse intensité, les frappes de précision sur des cibles dispersées, l'appui aérien rapproché des troupes au sol, voilà les missions qui dominent désormais les priorités de l'armée de l'air. Un bombardier supersonique, optimisé pour une frappe nucléaire unique sur une grande ville soviétique, n'a strictement aucune utilité dans les rizières du delta du Mékong.
Le monde pour lequel le Hustler a été conçu n'existe plus tout à fait, et le monde qui le remplace n'a pas besoin de lui. Parallèlement, une nouvelle génération d'appareils multirôles commence à prendre forme dans les bureaux d'études. Le General Dynamics F-111, qui sera opérationnel à partir de 1967, incarne parfaitement cette nouvelle philosophie. Un avion capable de voler vite et haut comme le Hustler, mais aussi de pénétrer à basse altitude, d'emporter des charges variées, de s'adapter à des missions multiples. Tout ce que le B-58 ne peut pas faire. Face à cette nouvelle réalité, continuer à financer le Hustler revient à payer 2 fois pour une capacité qu'un seul appareil plus polyvalent peut désormais assurer. Les derniers équipages du Hustler le savent. Dans les mois qui précèdent la retraite officielle, une atmosphère particulière règne sur les bases de Carswell et de Bunker Hill. Des hommes qui ont consacré des années à maîtriser l'une des machines les plus exigeantes jamais construites savent qu'ils effectuent leur dernier vol. Certains tentent de laisser une trace. Le major Howard Bialas et son équipage remportent le trophée Thompson lors d'une démonstration à basse altitude et haute vitesse qui reste dans les annales. Bialas résume dans une phrase ce que des centaines de pilotes ont ressenti face à cette machine. Il affirme avoir été fier de voler sur ce grand appareil, certain qu'il recommencerait sans hésitation, et avoue avoir eu peur à chaque fois qu'il montait à bord. Cette honnêteté brute dit tout ce que les communiqués officiels ont toujours soigneusement évité de formuler. Le 21 janvier 1970, le Strategic Air Command retire officiellement le B-58 Hustler du service actif. La cérémonie est sobre, pas de grande parade, pas de discours présidentiel. L'appareil qui devait incarner la supériorité aérienne américaine pour des décennies quitte le service après moins de 10 ans d'opération sans avoir jamais largué une seule bombe en combat réel. 116 exemplaires produits, 26 perdus dans des accidents, des dizaines de pilotes et de membres d'équipage tués, des milliards de dollars dépensés, et au final, une contribution stratégique nulle. Ce bilan est celui d'un programme qui a poursuivi une vision technologique brillante sans jamais résoudre les contradictions fondamentales qui le minaient depuis le début. La vitesse ne suffit pas quand les missiles vont plus vite. L'altitude ne protège pas quand les défenses adverses montent plus haut. Et la sophistication technique devient un fardeau quand elle rend un appareil trop fragile, trop coûteux et trop spécialisé pour survivre à l'évolution du monde pour lequel il a été conçu. Le Hustler est l'histoire d'un avion qui a tout réussi, sauf l'essentiel, être utile quand cela comptait vraiment. Si cette histoire vous a passionné, likez cette vidéo, elle aide énormément la chaîne à exister. Laissez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé du Hustler et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires sur les machines extraordinaires qui ont façonné le XXe siècle.